Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour Xavier. Alors vous êtes journaliste indépendant et fondateur du média Putsch. Vous êtes un observateur attentif des mouvements sociaux, des contestations, notamment durant les Gilets jaunes. On vous a beaucoup vu et on a entendu beaucoup de vos analyses. Aujourd'hui, il y a une situation aux Antilles. Donc en Guadeloupe, ça a commencé il y a quelques jours et maintenant ça s'étend à la Martinique. Une situation que certains qualifient de quasi insurrectionnelle. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que c'est lié à la politique actuelle du gouvernement ou est-ce que c'est le résultat d'un malaise beaucoup plus profond dans ces territoires? Je crois que vous l'avez dit, effectivement, il y a une situation compliquée aujourd'hui chez nos amis guadeloupéens et martiniquais, mais qui repose d'abord sur une situation économique, sociale explosive. Bien entendu, ce sont des territoires qui ont été complètement oubliés. Je lisais ce matin, avant de venir dans l'émission, des chiffres. Aujourd'hui, je crois que c'est entre 20 et 25% de chômage sur la population générale, et il atteint 35% chez les jeunes. Donc vous voyez que déjà, il y a une base de paupérisation assez forte. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui en Martinique et Guadeloupe, alors, une nouvelle fois, c'est toujours pareil. Moi, je vous l'avais dit, je suis journaliste indépendant, et ce que j'aime bien faire, c'est aller sur place pour voir réellement ce qui s'y passe. Parce que si on doit se contenter de savoir ce que les médias mainstream nous y racontent, c'est toujours compliqué. Il y a souvent un delta, pour employer un terme à la mode en ce moment, entre la réalité sur place et ce qui se passe et ce qu'on veut bien nous dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation très, très, très compliquée dans ces territoires. Et on peut le comprendre, parce que, regardez, par exemple, je lisais des articles effrayant sur un manque d'eau potable dans ces territoires-là. Un manque d'eau potable. Nous sommes dans le département français, même s'ils sont outre-marins, il y a un manque d'eau potable. Donc vous voyez bien que tous ces faits ajustés présentent des gros problèmes d'un ras-le-bol généralisé. On l'a pu, avec une idée, peut-être celle des Gilets jaunes du début en France sur les territoires métropolitains, mais on voit bien qu'il y a effectivement une base sociale explosive sur place et qui a été mise en place aussi, qui a explosé justement avec la politique sanitaire du gouvernement qui, une nouvelle fois, tranche, brise, casse et bien sûr ça génère l'animosité des habitants sur place. Voilà. Donc en fait la politique sanitaire c'est une sorte de goutte d'eau, une sorte de révélateur d'une situation qui est déjà très très tendue. Est-ce qu'on peut rapprocher ça des velléités indépendantistes qu'on a connues il y a quelques années? Alors oui, parce que c'est le mouvement social, vous le savez, hein, c'est toujours très compliqué à savoir. J'essaie d'écouter un maximum d'interviews, Guadeloupe et Martinique, pour voir un peu ce qui s'y passe réellement, parce qu'on n'est pas sur place, on essaie de s'informer par différents moyens, bien entendu. Il y a manifestement, probablement, là-dessous, une base aussi indépendantiste. On a vu d'ailleurs en Martinique des drapeaux indépendantistes martiniquais, où j'y suis allé il y a quelques mois de ça, donc c'est le sujet sur lequel j'ai un peu travaillé, et on voit qu'il y a cette base-là, bien entendu, mais la base aussi, c'est une situation sociale explosive, on en parlait. Et puis ce qu'il faut dire aussi, ça c'est extrêmement intéressant, et c'est ce qui se passe en France depuis le début des Gilets jaunes, après avec la réforme des retraites, ensuite avec cette crise sanitaire, ce qu'il y a dans ces territoires, Martinique, Guadeloupe, c'est une formidable défiance de la parole publique. Pourquoi? Vous le savez, il y a eu le scandale du chlordécone. Et ça, c'est extrêmement intéressant et même effrayant parce que finalement, depuis les années 72 et jusqu'à 93, il a été utilisé là-bas finalement un pesticide extrêmement malfaisant pour les gens sur place, qui a déclenché énormément une recrudescence de cancer, notamment de la prostate. C'était un traitement qui a été fait dans les palmeraies et les bananeraies. Et bien entendu, on a pulvérisé ça en Martinique, en Guadeloupe pendant des années, et sans prendre en compte les impacts sanitaires que ça allait avoir. Donc vous imaginez bien que les Guadeloupéens et les Martiniquais qui ont vécu ce scandale sanitaire, aujourd'hui, eh bien, ils ont quelques raisons, à un moment donné, de mettre en cause la parole politique, et plus largement la parole publique. Donc tout ça, c'est un baril de poudre. Ce sont deux barils de poudre, aussi bien en Guadeloupe qu'aussi bien en Martinique. Et je répète, vraiment, cette défiance de la parole publique, là-bas, elle est concentrée sur des petits territoires, avec des effets qui ont été dévastateurs sur les populations. Dévastateurs. Et ça, je crois qu'il faut quand même le prendre en considération et mettre en perspective. Il n'est pas de dire, à un moment donné, c'est pas manichéen, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est qu'à un moment donné, il y a une situation aussi qui est très complexe et qui doit être comprise à la lumière de tous ces éléments, qu'ils soient politiques ou sanitaires. Et l'État, comme réponse, ne trouve rien de mieux à faire que d'envoyer le RAID et le GIGN pour calmer la colère, au moins en apparence, pour essayer de bloquer un petit peu les velléités violentes ou les actions spectaculaires, mais ne règle rien sur le fond, en réalité. Ben non, il ne règle rien sur le fond. Alors, il y a eu des reculs, hein, déjà en Guadeloupe, apparemment, depuis hier ou avant-hier, il y a eu des reculs sur la vaccination, notamment des pompiers. Il y a des vidéos, allez les voir, hein, il y a certains pompiers qui tiennent des propos très très durs. Hein. Et bien sûr, eh ben, il n'y a pas d'eau potable, mais par contre, on peut envoyer par bateau, par avion, effectivement, des forces du GIGN, des forces du RAID. On a vu pas mal de vidéos, notamment en Guadeloupe.
Guadeloupe et en Martinique aussi, où des interventions nocturnes, des patrouilles nocturnes avec des blindés sur les grands axes de Martinique et de Guadeloupe. Et effectivement, on voit bien une nouvelle fois que ce gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est toujours la violence à laquelle il répond. Alors on peut effectivement dire qu'il y a une violence déjà sur place, qui atteint des sommets, parce qu'il y a quand même des immeubles qui ont été incendiés, il y a eu beaucoup de choses, des tirs aussi qui ont été perpétrés contre les forces de l'ordre. Mais là, on est dans l'escalade. Je ne suis pas sûr, très sincèrement, qu'un pays comme la France et un gouvernement doivent, à un moment donné, se laisser aller dans l'escalade de la violence. Et il faut arriver à discuter, il faut arriver à prendre en compte, mais vous savez, vous avez vu le traitement des Gilets jaunes, ne serait-ce que dans les manifestations, que le traitement qui a été infligé à ces Gilets jaunes. Et ensuite, on voit bien que c'est la même chose pour les Martiniquais et les Guadeloupéens. Il n'y a pas de discussion aujourd'hui, il n'y a aucune discussion. Rappelez-vous des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Ils ont fini sous la poussière des tableaux des archives départementales. Donc, à un moment donné, la discussion doit être de mise. Et je pense que le ministre Lecornu, qui organise des soirées, d'ailleurs, dans son ministère, en date du 16 novembre, sans masque, il y a eu des vidéos de nos confrères de Mediapart qui l'ont balancé hier, devrait plutôt peut-être aller faire un tour sur ces territoires très rapidement, parce que la force publique, c'est aussi la présence politique, de manière à pouvoir discuter avec les uns et les autres, essayer de trouver une sortie de crise rapide, mais aussi régler des problèmes de fond. Je rappelle, l'histoire de l'eau potable, c'est juste pas entendable. Ce n'est juste pas entendable. Voilà, donc cette situation est amenée à perdurer si le gouvernement continue à amener des bateaux avec des blindés et le GIGN et le RAID. Je ne suis pas sûr que ce soit leur place là-bas. Et je pense que c'est plutôt la place au dialogue et aux prises de décision pour essayer de sortir de cette situation catastrophique. Alors justement, vous évoquiez quelque part l'hypocrisie du ministre Lecornu qui fait des bamboches, comme on a pu l'entendre, au sein du ministère pendant que tout va mal aux Antilles, et surtout qui ne respecte pas les règles sanitaires qui veulent appliquer à la France entière et qui est aujourd'hui l'une des causes de la rébellion aux Antilles. Ça nous amène à la question vraiment de l'hypocrisie de ce gouvernement, puisque en plus du ministère des Outre-mer où on s'amuse, on voit que Jean Castex a été testé positif alors qu'il était double vacciné, après toute une séquence narrative où on nous a expliqué que le vaccin permettait de ne pas être malade, de ne pas être contagieux, de ne pas être contaminé, bref, de vivre normalement. Jean Castex n'a pas appliqué les règles qu'il veut faire appliquer à tout le pays. Il se retrouve aujourd'hui testé positif avec des petits symptômes, enfin il va pas mal, mais il est quand même malade. Qu'est-ce que ça dit de l'hypocrisie de ce gouvernement ? La contamination de Jacques Castex, d'ailleurs, on lui souhaite prompt rétablissement, ce que j'appelle la jambe Doliprane, jusqu'à ce jour. Et effectivement, c'est un symbole politique qui est effrayant. Parce que vous l'avez dit, le 21 juillet, sur TF1, il dit effectivement que la double vaccination, selon des études qu'il aurait en main, on ne se contaminerait pas avec le virus du Covid, on ne le transmettrait pas. Et là, finalement, c'est l'exemple vivant que ce n'est pas la réalité. Et vous l'avez dit, il y a eu cette soirée du 16 novembre dans un des salons du ministère de l'Outre-mer, puis vous avez eu aussi au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin, Jean Castex, Alain Griset, où vous voyez Jean Castex serrer des louches, lécher le museau aux uns et aux autres, tapoter les épaules, et nous expliquer finalement que les gestes barrières. Et puis après, ce qui est formidable, c'est la communication, Xavier. C'est Bruno Le Maire, c'est Gabriel Attal, le contact Gabriel Attal, qui nous aurait dit que finalement, on est tous humains, qu'on a une part d'humanité et qu'on peut faire des écarts et des erreurs. Mais quand vous êtes aussi péremptoire pendant 2 ans avec les Français, que vous leur imposez un pass sanitaire liberticide, une extorsion consentement sur la vaccination, bien entendu bien loin du consentement libre et éclairé, vous ne pouvez pas vous permettre à un moment donné de transgresser les règles comme ça. Ce n'est absolument pas possible. Les gestes barrières, et vous avez encore Gabriel Attal, ce matin, qui est venu nous parler à la mi-journée, qui nous a fait encore l'orthodoxie des gestes barrières, alors que Jean Castex et d'autres continuent finalement. Et moi, je trouve ça absolument terrible et terrifiant pour ce gouvernement, parce que dans cette situation qui n'en finit plus, dans ces pertes de liberté qui n'en finissent plus, on ne peut pas se permettre, ce gouvernement ne peut pas se permettre à un moment donné de transgresser ces règles qu'on nous serine depuis des mois et des mois et des mois, parce que l'humanité, ça va pour Jean Castex ou Sébastien Lecornu, mais quand il s'agit du français lambda, du français moyen, c'est 135 balles. Voilà un peu ce que je trouve ça absolument scandaleux. C'est absolument inadmissible. Oui, puisque tous humains, mais certains sont plus égaux que d'autres. Voilà. Bien sûr. Et je vous le dis, ce qui est incompréhensible, c'est d'une part, c'est que ça détruit, ça démonte le discours ambiant.
des gestes barrières, du respect sanitaire pour éviter que l'épidémie continue, bien entendu. Et en plus, ça détruit aussi tous les fariboles scientifiques qu'on entend, notamment dans les médias mainstream. Voilà, la double vaccination vous permettra de ne pas transmettre, de ne pas être contaminé. Donc finalement, on se rend compte que non. Et ça, c'est terrible. Alors on peut accorder au gouvernement que c'est peut-être compliqué, bien entendu, mais là aujourd'hui, on se retrouve après 2 ans de crise. On va arriver à 2 ans. On est quand même en novembre 2021. On est dans cette soupe depuis mars 2020 et on va continuer. On va attendre qu'Olivier Lascience vienne nous dire demain les nouvelles mesures restrictives qui vont porter, vous le savez, Xavier, une nouvelle fois sur les non-vaccinés. Donc tout ça est fait d'incohérence, d'à peu près. Et quand vous transgressez les règles et que les vidéos sortent et que vous avez un Gabriel Attal, effectivement, qui essaie d'expliquer l'inexplicable, eh ben, ça donne une situation très compliquée. Et les Français, en termes d'acceptabilité, c'est ce que les chaînes mainstream aiment bien me dire, l'acceptabilité, eh ben, l'acceptabilité, plus ça va aller, moins ça va aller. Mais on sent quand même la fuite en avant des pouvoirs publics, puisqu'ils sont accrochés à un narratif comme quoi le pass sanitaire permet d'éviter de prendre des mesures plus contraignantes, comme quoi le pass sanitaire permet de contenir l'épidémie. Grâce au pass sanitaire, on s'en sort mieux que nos voisins. On renforce les contrôles du pass sanitaire. On se rend compte qu'il y a eu 55 000 contrôles ces derniers jours et seulement 400 PV dressés, je crois, 400 ou 500. Il y a en gros plus de 80% de gens qui sont vaccinés, plus ceux qui ont des certificats de rétablissement. On peut penser sans préjuger d'une véracité totale de ces chiffres, mais qu'il y a environ entre 85 et 90% de gens qui ont un pass sanitaire en règle, admettons. Et quel est l'intérêt de renforcer les contrôles pour à peine 10% de la population, dont une grande partie, en plus, ne fréquente plus les endroits qui lui sont interdits, puisque les gens ne trichent pas tous. Donc il y a des gens qui refusent le pass sanitaire par principe, qui ne vont plus dans les restaurants, dans les cinémas, etc., qui ne trichent pas. Donc il y a énormément de gens qui sont en règle. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de continuer cette coercition qu'on connaît depuis le début ? Moi, je pense que le pass sanitaire, effectivement, est absolument, en plus d'être liberticide, et ça, c'est bien le plus grave, il est absolument inutile. Vous l'avez dit, il y a des gens par principe, dont je fais partie et d'autres, on évite maintenant d'aller dans les restaurants, on arrive dans les bars et dans les lieux de plaisir, parce que c'est ça dont il est question, c'est les lieux de plaisir. Donc on se demande, bon, d'accord, ok, donc le pass sanitaire est valable pour les gens vaccinés, mais là c'est double, et puis bientôt ça sera triple pour une partie de la population, parce que la 3e dose risque va être indexée sur la 3e, le pass sanitaire va être indexé sur la 3e dose, et donc je pense que la réflexion est la bonne. C'est-à-dire à un moment donné, comment on peut expliquer que les gens qui seraient sensibles à la contamination, ou du moins qui pourraient contaminer les autres, finalement n'y vont plus dans ces lieux. Donc comment expliquer maintenant, de façon schématique, que l'épidémie est quelque part encore la conséquence de l'irresponsabilité de certains Français qui ne sont pas vaccinés, qui ont fait le choix de ne pas faire vacciner. C'est libre à eux de ne pas se faire vacciner. Je crois que là-dessus, le consentement libre et éclairé, quand vous estimez que vous ne l'avez pas, eh ben, vous ne pouvez pas faire vacciner. Moi, je ne suis pas là ni pour faire la leçon sur les vaccinés, ni pour faire la leçon sur les non-vaccinés. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais on voit bien que ces deux pôles, finalement, entre la vaccination et le pass sanitaire, qui devaient nous sortir de cette mouise, pour parler proprement, mais on se rend compte que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout et on va continuer à rehausser les contrôles, à rehausser la coercition, à rogner nos libertés. Et puis un point extrêmement intéressant. Moi, on va essayer de prendre un peu de hauteur cette question. Finalement, on se rend compte que, je le pense, on est en train, des millions de Français qui sont assez favorables à la politique du gouvernement, je crois qu'il y a un renversement politique sans précédent. C'est-à-dire qu'on attend, nous, en tant que petits sujets, que le pouvoir en place nous donne le bol de nos libertés perdues, nous donne le bol de nos droits fondamentaux. Mais c'est absolument pas comme ça que ça se passe, en fait. Depuis 1789, nous avons des droits inaliénables de citoyens, et ce n'est pas à nous d'aller demander au pouvoir de nous les rétrocéder, C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc finalement, il y a une question de fond, de philosophie politique derrière, où il y a une certaine partie, et je le déplore, de la population, qui, à mon sens, écrasée par la peur, accepte aujourd'hui que nous soyons en train de quémander nos libertés. Et ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'un jour, le Covid-19 s'arrêtera, il n'y aura plus de crise sanitaire. Et on verra quand. Mais ça veut dire qu'est-ce qui va rester derrière ? Je crois que collectivement, nous devons avoir une immense réflexion, une profonde réflexion sur ce qui constitue notre démocratie, nos droits inaliénables. Qu'est-ce qui fait notre liberté d'individu ? Qu'est-ce qui fait notre liberté de citoyen ? Et qu'est-ce que veut dire encore la démocratie ? Parce que si la démocratie, c'est discuter à 4 ou 5 dans un bunker, dans le Conseil de défense, l'avenir de millions de Français, on n'est plus en démocratie. Mais le problème, c'est que cette réflexion, elle est parfaitement valable quand on a un tout petit peu pris conscience de ce qui se joue actuellement, c'est-à-dire des restrictions de liberté qui sont
censé être provisoire et qui risque de durer, avec une sorte de transformation du jeu démocratique, puisque clairement, on se rend compte qu'en ayant accepté le fait qu'il y ait des citoyens qui ont des droits et d'autres qui ont un peu moins de droits, on change aussi quelque part l'équilibre du jeu démocratique. Est-ce que malgré ce constat, Emmanuel Macron et son gouvernement vont pas sortir finalement vainqueurs de cette séquence politique au regard de ce qui se passe chez nos voisins, puisqu'on se rend compte que l'Autriche va extrêmement loin en ayant d'abord décidé de faire un confinement des non-vaccinés, finalement en revenant dessus, en faisant un confinement pour tout le monde, en lançant une obligation vaccinale au 1er février 2022. On voit que l'Allemagne est en train de suivre cette ligne-là. On voit que beaucoup de pays d'Europe durcissent énormément leurs restrictions, pendant que la France, mine de rien, se contente de garder sa boîte à outils, comme il l'appelle, sa boîte à outils qui est inefficace, mais qui, comparée aux autres, risque d'être finalement moins liberticide. Est-ce qu'on ne se dit pas que, encore une fois, le peuple va être perdant pendant que le gouvernement va réussir à s'en sortir la tête haute? Alors c'est la bonne vieille technique du fumigène, c'est-à-dire qu'on fait du fumigène, on parle de restrictions, on va toujours se comparer aux autres, ceux de la frontière d'à côté, ceux de la frontière du sud, ceux de la frontière du nord, qui fait quoi? Généralement, vous avez les colibés quand on vous parle de la Corée du Nord, là il y a les colibés qui arrivent, la Corée du Nord, nous ne sommes pas en Corée du Nord, heureusement qu'on n'est pas en Corée du Nord, bien entendu, mais je veux dire par là, c'est que la question de fond c'est quoi? C'est que moi je pense qu'il y a un naufrage politique, de nombreux gouvernements, un naufrage politique. Alors, est-ce que c'est de la couardise? Peut-être, très certainement, mais finalement, on se rend compte qu'il y a toujours ce problème politique de la démocratie, et de se dire que tout le monde suit les uns les autres, et Gabriel Attal lui dit encore ce matin, oui, regardez ce qu'ils ont fait là, regardez ce qu'ils ont fait là, et nous, on n'en est pas encore là, mais c'est la technique du fumigène. Et ce qui sous-tend tout ça, Xavier, c'est le naufrage de la politique vaccinale. C'est le naufrage de la politique vaccinale. Rappelez-vous au début. Rappelez-vous, il y a un an, le vaccin est notre sauveur. Le vaccin nous sortira de ça. Faites-vous vacciner une dose, et puis on s'en sortira. Ça sera réglé, on va fermer le dossier Covid, on passera à autre chose. On a été à 2 doses, et maintenant on est à 3 doses. D'accord? Donc finalement, on se rend compte que si on essaie d'être objectif, et soyons objectifs 3 secondes, à un moment donné, de continuer à pousser le bouchon sur la vaccination. Regardez Desfrécy, par exemple, qui nous disait, c'était mardi dernier sur France Inter, allez écouter la séquence, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Desfrécy nous dit, il faut une 3e dose, mais celle-ci, chers amis, celle-ci, elle va être effective en 48 heures. Alors en 48 heures, vous allez devenir le Goldorak contre le Covid-19. Voilà, alors pourquoi pas les 2 premières? Je comprends pas. Les 2 premières, c'était entre une semaine et 2 semaines. Là, ce qu'on appelle la réponse immunitaire. Aujourd'hui, au 3e, c'est en 48 heures, allez, c'est réglé. Donc finalement, c'est toujours la carotte, mais la réalité, c'est que personne ne veut poser la question, du moins au gouvernement, parce qu'on est quand même pas mal de Français aujourd'hui qui sont encore dans la rue le samedi, qui sont opposés à la perte de liberté. Alors c'est pas des antivax, moi je le dis, ce ne sont pas des antivax, ce sont des gens qui sont épris des libertés publiques et individuelles. Hein. C'est comme ça, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est comme ça que je vois ces mouvements, bien entendu. Et finalement, on se rend compte qu'on est, vous l'avez dit, dans une surenchère permanente. Alors est-ce que Emmanuel Macron, à la fin, va gagner quelque chose? Je suis pas sûr, parce que dernier point pour répondre à votre question très clairement, le fait aussi de parler de Covid, le fait de parler de 5e vague en permanence, le fait de rejouer sur la peur. Là, on nous a fait des soirées spéciales, il y avait 10 jours, ça fait 10 jours qu'on nous serine avec des soirées spéciales 5e vague, mais qui sont ces gens dans les conférences de rédaction qui disent ce soir, on va se faire une soirée spéciale 5e vague. Là, le journalisme a beaucoup perdu aussi. Finalement, on se rend compte que on cache aussi énormément de problèmes de la France. Énormément, des problèmes économiques, des problèmes de paupérisation, des problèmes d'insécurité, des problèmes de graves problèmes de sécurité également, de problèmes aussi de la France, on la vend, on la découpe, de délocalisation. Donc tous ces problèmes aujourd'hui sont complètement sortis du champ politique à quelques mois de la présidentielle et parler, bien entendu, de la 5e vague avec la mise en scène, hein, le feuilletonnage même, eh bien on se rend compte que finalement, pendant 1 mois ou 2, on nous a déjà dit que les fêtes de Noël, ça allait être compliqué, on va pouvoir faire Noël, mais finalement que ça risque d'être compliqué. Vous voyez bien que déjà, on en a pris au moins pour 1 mois et demi, là. Et la présidentielle, chers amis, c'est avril. Donc, on est en train d'éluder un énorme bloc de l'avenir de notre pays sur les questions économiques, sécuritaires, de souveraineté et d'industrialisation. Oui, c'est une diversion. C'est un peu ce que reproche d'ailleurs Éric Zemmour à Emmanuel Macron en l'accusant de faire diversion avec le Covid pour ne pas parler des vrais sujets que lui, notamment, met sur la table, mais d'autres peuvent lui faire le même type de reproche, hein, puisqu'on entend aujourd'hui les oppositions qui ont été quasi muettes depuis le début de la crise sanitaire commencer à donner un petit peu de la voix, que ce soit du côté de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, à s'opposer un petit peu timidement aux restrictions sanitaires, mais en accusant très clairement le président d'instrumentaliser cette question du Covid. Bien sûr, de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'en ce qui concerne l'opposition politique, quand vous n'êtes pas foutu d'être plus de 200 députés de l'Assemblée nationale, c'est pas la peine de la ramener sur les plateaux télé, quoi. D'abord, chers amis, vous allez faire votre boulot de député, vous avez un mandat du peuple, vous allez, la députation, vous allez voter
pour ou contre, peu importe, vous allez voter. Et après, c'est vrai qu'on doit dire que je ne suis pas sûr qu'ils soient certains députés en majorité soient les mieux placés pour venir critiquer tout ça. Mais oui, effectivement, alors Éric Zemmour l'a dit, je crois, effectivement, ce truc-là. Mais moi, je le pense aussi en tant qu'éditorialiste politique. Je me dis, oui, là, on est en train d'éluder des problèmes gravissimes qui vont conditionner l'avenir de notre pays pour 10, 30, 20, 30 ou 40 ans. C'est ça aussi. Et gouverner par la peur, eh ben, ça fait 2 ans que c'est le cas, mais ça avait commencé avant, Xavier. Hein. Vous savez comment ça avait les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont été... Il y a eu une répression policière et judiciaire, et on a fait peur à des centaines de milliers de gens qui sont plus allés manifester parce qu'ils ont eu peur de sortir dans la rue. Et ça s'est répercuté sur la réforme des retraites, et ça s'est aussi répercuté sur les manifestations des opposants pas sanitaires. Il y a la perte des libertés. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, ça a été un processus qui a excellemment bien marché. Parce que les gens ont eu peur aussi d'aller manifester pour pas être reconnus, pour pas être embêtés, pour pas avoir des contrôles, enfin, toute une série de choses qui, à un moment donné, peuvent entraver votre vie libre de citoyen, et qui peuvent vous coûter cher aussi au fur et à mesure. Donc ça aussi, le gouvernement par la peur, c'est pas que depuis la crise sanitaire. Hein. Les Gilets jaunes, on l'a vu dès le début. Dès le début, on a essayé de casser le mouvement en faisant peur aux gens des conséquences judiciaires qui pouvaient advenir s'ils continuaient à les manifester dans les rues de Paris, et aussi des blessures qu'ils pouvaient subir pendant ces manifestations qui ont été, faut-il le rappeler encore, très nombreuses. Bien sûr, et un argument d'ailleurs de la part des supporters du gouvernement, c'est d'expliquer qu'on n'est pas en dictature puisqu'on a le droit de manifester. Or, il y a des pays comme la Biélorussie ou autres où on a le droit de manifester. Ce qui fait la différence entre une dictature et une démocratie, c'est pas le droit de manifester, c'est la répression des manifestations. Et on a vu qu'en France, on avait basculé quelque part dans une sorte d'autoritarisme, et on avait pris avec légèreté le droit de manifester, et on se rend compte que finalement ça fait des émules, puisque même dans d'autres pays européens, le droit de manifester, il commence à être de plus en plus remis en cause, notamment par la gestion, par le maintien de l'ordre. Est-ce que c'est pas encore une nouvelle fois une transformation de nos pays occidentaux, de nos sociétés occidentales, qui sont en train de basculer quelque part vers une forme d'autoritarisme? Oui, parce qu'à un moment donné, vous avez vu, on va reparler rapidement des Gilets jaunes, on peut reparler de la Martinique et Guadeloupe. À partir du moment où vous avez des gens qui manifestent, notamment les Gilets jaunes qui ont manifesté quand même pendant de très nombreux samedis, et on peut parler des Gilets jaunes historiques des 3-4 premiers mois, vraiment, où il y avait vraiment énormément de monde partout. À partir du moment où le pouvoir ne donne pas de réponse, reste inflexible. Oui, le pouvoir doit être 17 milliards. Allez détailler ce qu'a été les 17 milliards, je pense que c'est quand même bien moins généreux que ce qu'on veut bien en dire. Finalement, les gens n'ont pas eu de réponse politique, donc les manifestations ont perduré, et ensuite, après, il y a eu un pourrissement du mouvement, il y a eu aussi un peu de récupération, il faut le dire, ça c'est évident, et finalement aussi, vous l'avez dit, sur le maintien de l'ordre, aujourd'hui, allez voir les manifestations depuis un an et demi, le nombre de CRS qui encadrent les manifestations, vous avez des centaines de manifestants qui sont encadrés sur des centaines de mètres. Il y a énormément de forces mobiles, de CRS, de gendarmerie qui sont là pour encadrer. Donc c'est manifester dans ces conditions, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des NAS géantes. C'est des NAS géantes, et qui a été interdit d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, pour le coup, les NAS géantes. C'est interdit, mais ça continue, apparemment, ça continue. Voilà, donc c'est vrai que vous l'avez dit, on a le droit de manifester, mais la répression des manifestations, et puis l'encadrement de NAS géantes, bien entendu, il y a des gens qui ne veulent pas les manifester dans ces conditions, parce qu'on a peur aussi pour son intégrité physique. Il faut quand même le dire aujourd'hui. Moi, quand en journaliste, on a fait, et j'ai fait les actes des Gilets jaunes et d'autres réformes des retraites, qu'est-ce qu'on n'a pas pris dans le visage en termes de gaz lacrymogène, de tirs tendus, de situations qui sont devenues rapidement incontrôlables, alors que la situation en elle-même de la manifestation était tout à fait paisible et pacifique. Donc on a aussi énormément dissuadé les gens de manifester. Donc pour en revenir plus généralement à votre question, le gouvernement de la peur, la gouvernance de la peur, elle s'est faite depuis un certain temps, depuis qu'Emmanuel Macron est là, et depuis le début des Gilets jaunes, très clairement. Voilà. Alors quelle possibilité de contestation, du coup? C'est très compliqué, parce qu'en fait, la contestation devrait être la suivante. Il faudrait qu'il y ait quand même pas mal de gens qui, aujourd'hui, ce que j'appelle la masse molle, ceux qui ne s'engagent pas, qui suivent finalement le mouvement, qui estiment que bon, les mesures sont là, et ben on fait avec. Je crois que ces gens doivent sortir de leur identité finalement, pour certains, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais le tube digestif. Les gens doivent redevenir des citoyens. Les gens doivent se poser des questions. Je parlais tout à l'heure de cette incroyable idée de ce renversement politique de notre démocratie, c'est-à-dire quémander au pouvoir qu'on nous rétrocède quelques libertés fondamentales. Si, à un moment donné, ça pose problème à quelques centaines de milliers de Français, c'est un vrai problème en soi. Il devrait y avoir des millions de Français qui devraient s'inquiéter de la dérive autoritaire de ce pouvoir et de notre rapport inné à notre démocratie. C'est ça qui devrait nous inquiéter. Parce que demain, ça sera le Covid. Enfin, aujourd'hui, c'est le Covid, mais qu'est-ce que ça sera demain?
C'est ça. Quand vous êtes citoyen, Xavier, il faut avoir une vision à moyen et à long terme de ce que nous vivons. Il faut avoir conscience de notre histoire, il faut avoir conscience de notre patrimoine, il faut avoir conscience aussi des acquis sociaux, mais de liberté que nous avons gagné par nos luttes, par nos ancêtres. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont soumis, je le disais, par la peur aussi, en disant me protéger, protéger les autres, mais avec ça, on ne va pas en démocratie. Bien sûr qu'il faut protéger, bien sûr. Enfin, on est tous contre les maladies, tous contre la guerre, tous contre le sida, bien sûr. Moi aussi, je suis pour la liberté des uns et des autres, je suis pour la liberté. Mais il faut avoir une réflexion de citoyen. Et là, on se rend compte que par la peur, vous avez des gens, finalement, qui pensent que le gouvernement fait bien de protection. Et l'idée même, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Français qui pensent que le postulat de départ en disant que l'État nous veut du bien. Ça, c'est une erreur fondamentale, de penser que l'État nous veut du bien. L'État, forcément, ne nous veut pas du bien tout le temps. Voilà. Ça, c'est une idée absolument dingue. Donc, pour en revenir, qu'est-ce qu'il faudrait à un moment donné pour que les Français bougent? Il faudrait aussi que des millions de Français se rendent compte qu'à un moment donné, nos libertés sont extrêmement menacées. La liberté d'expression est menacée. Regardez, aussi bien chez Balémasque que chez Putsch ou d'autres confrères, aujourd'hui, on est entravé dans nos articles, on est entravé dans les gens qu'on reçoit. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce que sinon, on va se retrouver cornaqué, placardé, ou du moins cadenassé dans le rien, dans le néant intersidéral du web. Quand on ne subit pas la censure directement, exactement. frontalement. Et ça, c'est pas normal. Et moi, ça fait 14 ans que je suis journaliste, et ça fait quelques mois, notamment, ça avait commencé avec les Gilets jaunes, mais depuis la crise sanitaire, ça a pris des proportions, mais c'est effrayant. Effrayant. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas publier, sinon on passe sous les fourches codines de la censure Internet et on se retrouve quand même blacklisté. Donc c'est pour ça que ça demande un sursaut des citoyens qui sont déjà engagés dans les luttes populaires. Moi, je parle de lutte populaire plus que sociale, parce que c'est vraiment populaire pour moi. Et ceux qui font partie de la masse molle, ceux qui sont dans leur canapé, qui se disent « Bon, mais c'est comme ça, qu'est-ce que j'y fasse ?» Oui, mais vous avez des enfants, chers amis. Comment vous voyez dans 10 ans, dans 5 ans, même à ce rythme-là, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui se passera aujourd'hui pour notre démocratie? Est-ce que notre démocratie sera encore sur pied dans 5 ans ou dans 10 ans? Eh bien, j'en suis pas sûr. Et j'en suis pas sûr. Et on verra bien on aura un élément de réponse, Xavier, pour la présidentielle. Parce qu'on a des contre-feux des grands médias. Oui, il n'y aura jamais de vote électronique à la présidentielle. C'est faux. Gérard Darmanin en a parlé chez Jean-Jacques Bourdin il y a un mois ou deux. Il a parlé de vote par correspondance. Oui. De vote à distance, pardon, soyons précis, de vote à distance. Il l'a évoqué, il a dit qu'il travaillait dessus. Alors on peut avoir des articles, pourquoi il ne faut pas croire les gens qui disent que... D'accord, mais quand Gérard Darmanin le dit, il faut juste reprendre la séquence sur Bourdin, c'est pas Nicolas Vidal ou Xavier Leguet qui le dit, et donc on est en droit de s'inquiéter. Et maintenant, c'est aux citoyens à se mobiliser, et à se mobiliser pacifiquement, dans la bienveillance, mais au moins pour essayer de conserver nos droits et de reprendre les droits qui nous ont été quand même volés depuis la crise sanitaire. Et j'ajouterais même que le même Gérald Darmanin, qui quelques mois plus tôt avait fait un texte qu'il avait publié sur les réseaux sociaux en expliquant pourquoi il ne fallait pas de vote par correspondance, un texte qui était absolument parfait, auquel on pouvait souscrire, mais 100%, et on voit encore une fois qu'on nous annonce quelque chose, 6 mois plus tard, on change d'avis. Voilà, ces gens n'ont pas de colonne vertébrale. Et comme sur le pass sanitaire. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est tout, bien entendu. Et ça fait peur parce qu'il y a quand même aussi, et je finirai par là, moi je vois quand même, je note que depuis certaines années, il y a quand même un naufrage entier de la classe politique. Un naufrage entier, bien sur les convictions, sur les prises de position, les prises de décision. Ils sont cornaqués dans le politiquement correct. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ou dire pour continuer à passer dans les médias? Donc, forcément, on le voit bien avec l'excommunication de Florian Philippot, qu'on partage ou pas ses idées sur le pass sanitaire, sur sa lutte, peu importe. Le but, je fais un exemple de Florian Philippot, ou d'autres, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat véritable là-dessus, où on se retrouvait sur une grande chaîne d'infos ou sur un service public, à 2 contre 2, avec quelqu'un, un journaliste, ce que j'appelle un animateur ou un passeur de plat, qui ferait son boulot, et où on pourrait débattre sereinement. Non, aujourd'hui, on est passé du populisme au complotisme, et on aura demain autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Merci.